Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des rendez-vous éco-responsables qui est dédié aujourd'hui à une question qui nous concerne tous, l'agriculture et plus précisément l'agriculture, quel modèle pour demain? Alors on a vu avec l'actualité du début de l'année et la révolte des agriculteurs à quel point la question était sensible. Aujourd'hui on va essayer de voir simplement comment les investisseurs, les épargnants, à leur place, peuvent participer à construire une transition écologique qui soit aussi socialement soutenable pour les agriculteurs. Alors pour en parler, nous avons trois spécialistes, chacun dans leur domaine. D'abord à côté de moi, Philippe Wachter, vous êtes chef économiste chez Ostrum. Ensuite, son voisin Mathieu Archambault, vous êtes président d'Ecosystème. Alors peut-être Mathieu, je vous laisse en 2 mots présenter votre société. Alors c'est très simple, Ecosystème, on fait de la formation pour les opérateurs de l'agriculture, agriculteurs techniciens, pour les aider à transformer les systèmes agricoles vers plus d'agroécologie. D'accord, merci Mathieu, très simple. Et enfin, Adrien Gaudin-Amama. Adrien, vous êtes analyste ESG chez Mirova. Alors pour lancer le débat, peut-être on va commencer avec vous, Philippe. Est-ce que vous pourriez nous faire un cours de 2 heures, je pense, mais là vous essayez de faire ça de façon plus ramassée, nous dire quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la filière agricole et peut-être nous expliquer pourquoi il y a eu ces révoltes, où nous en sommes. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a eu un début d'année en Europe assez mouvementé. On l'a vu en France, on l'a vu en Allemagne et dans d'autres pays. Essayons de comprendre un petit peu la problématique qui est posée. En fait, premier point essentiel, depuis pas mal d'années maintenant, mais c'est un point historique, la production agricole mondiale peut nourrir toute la planète. On n'est plus dans une économie de survie qui avait généré tous les écrits de Robert Malthus il y a très longtemps en disant on est sur une planète limitée. On a réussi avec des effets de productivité à produire de façon suffisamment importante pour potentiellement nourrir toute la planète. C'est un premier point essentiel. Le deuxième point est que le marché agricole est un marché mondial. Tout le monde peut produire ici ou là, même s'il y a des spécificités géographiques sur le blé, par exemple, ou d'autres. Mais ça veut dire aussi que le prix est mondial. Ça veut dire que les agriculteurs sont confrontés à un prix mondial, mais avec des conditions de production qui sont plus locales. Et donc, on voit bien les difficultés qu'il peut y avoir sur les revenus et sur les conditions sociales dans des agriculteurs, selon qu'ils ont une grande ou une toute petite exploitation. Les conditions de rentabilité ne sont pas les mêmes. Et donc, il est probablement nécessaire, pour des raisons de sécurité alimentaire, pour des raisons d'aménagement du territoire, de maintenir l'agriculture quoi qu'il arrive. Et pour cela, il peut être nécessaire de la subventionner, indépendamment de tout le reste, mais pour disposer à la fois d'une agriculture locale, d'avoir une certaine sécurité alimentaire. Et puis, on voit bien l'importance que peut avoir l'agriculture dans l'aménagement du territoire. Donc, c'est ces problématiques-là qui sont posées. On peut rajouter ici ou là des réglementations tatillonnes, etc., qui peuvent accentuer les problématiques. Mais ça veut dire aussi que les conditions économiques n'étant pas les mêmes d'un pays à un autre, on voit bien toutes les interrogations qu'il y a du côté des agriculteurs sur des produits qui viennent du bout du monde dans des conditions économiques beaucoup moins contraignantes ou des conditions écologiques moins contraignantes que ce qu'on a en Europe. Et donc c'est toute cette tension qui est importante. Et le dernier point qu'on peut souligner est que l'agriculture est dans une position un petit peu difficile, parce que dans les accords européens, on l'a vu récemment sur un accord avec la Nouvelle-Zélande, l'agriculture est un bien d'échange. On veut vendre des automobiles ou des services financiers à un autre pays, on a souvent en contrepartie des produits agricoles, et donc qui sont produits dans des conditions assez différentes. Donc on a une économie agricole qui est complexe parce que les différents producteurs locaux ont des tailles, des moyens différents, mais aussi parce que l'environnement est de nature, je dirais presque un peu hostile. Le prix est quelque chose que les agriculteurs doivent prendre. Ils ne sont pas faiseurs de prix et ça complique un petit peu les choses. Merci Philippe. Mathieu, Philippe vient de dire qu'il y a des producteurs très différents, notamment on le sait bien en France, c'est un des sujets. Mais est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui est soutenable? Est-ce qu'en France on peut garder comme ça une telle diversité des agricultures? Alors la première chose, c'est que l'agriculture, ça n'est pas une industrie.
et que l'agriculteur, contrairement à un industriel qui va pouvoir délocaliser sa production, il est contraint de produire dans le sol qui lui est donné. Et en France, on a des sols qui sont très différents. Il y a des sols très productifs et il y en a d'autres qui sont pauvres, qui sont sur la roche. Vous pouvez donner des exemples, par exemple par exemple, le bassin parisien qui est construit sur des limons profonds, sur plusieurs mètres de sol, avec des niveaux de rendement en blé, par exemple, qui dépassent les 10 tonnes à l'hectare. Et puis des zones beaucoup plus marginales, avec des sols qui vont faire sur des argilo-calcaires 20-30 cm, où là, on va dépasser péniblement les 5, 6, 7 tonnes. Donc il y a cette contrainte-là. Il faut rajouter aussi à cette incertitude, on va dire, économique, l'incertitude climatique. Donc ça fait partie aussi de la problématique de la crise agricole qu'on connaît. Ils subissent les à-coups du marché, de l'économie, comme ça a été évoqué. Ils subissent aussi, en fait, les effets du changement climatique. On se souvient de 2022 qui a été une année catastrophique au niveau de la sécheresse. Là, on est dans une année qui est beaucoup trop humide, où une partie de la surface de blé française n'a pas été semée. Et les agriculteurs sont aussi confrontés à des à-coups climatiques. On ne peut plus compter sur de la régularité. Et ça participe de la crise. Et donc, il faut reconcevoir les systèmes agricoles aussi au profit de ces agriculteurs. D'accord, ouais. Dans ce contexte de réchauffement qui change la donne. Adrien, on parlait, voilà, j'évoquais en introduction le rôle des épargnants, des investisseurs. Donc concrètement, aujourd'hui, comment un épargnant peut participer à cette transition qu'on a commencé à évoquer ? Est-ce qu'il y a des produits dédiés ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Une bonne question parce qu'aujourd'hui, il existe une certaine difficulté pour les investisseurs à investir directement dans l'agriculture. Je vous donne des exemples. En France, par exemple, 60% de la distribution alimentaire est non cotée, donc ne permet pas, par exemple, l'investissement en actions et l'engagement actionnarial. Par ailleurs, les coopératives également sont non cotées au niveau de la production agricole, si on remonte dans la chaîne. Autour de 40% du chiffre d'affaires agroalimentaire en France est dû aux coopératives. Donc il y a un certain nombre de difficultés. Alors donc, finalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est investir dans la chaîne de valeur agricole, à la fois dans l'amont, aussi bien au niveau des alternatives durables aux pesticides, aussi bien que donc à l'agriculture de précision, les fournisseurs de services numériques, aussi bien que donc dans la transformation agroalimentaire avec des entreprises responsables qui vont mettre en place des cahiers des charges d'agriculture régénératrice, une agriculture régénératrice clairement définie, qui soit crédible et auditée, et d'autre part en aval, dans des entreprises, par exemple, de services numériques qui vont mettre en relation les agriculteurs directement par des plateformes avec le consommateur, aussi bien que des entreprises qui fournissent des emballages pour les légumes, par exemple, qui vont se substituer au plastique et tous les problèmes qu'on leur connaît. Donc, il y a 1000 façons d'investir dans la filière. Exactement. Et je ne parle pas ici, par exemple, du private equity, ce qui concerne peut-être moins les investisseurs, mais davantage la recherche et développement en agriculture, qui est absolument indispensable, aussi bien que les infrastructures énergétiques. On pense à l'agrivoltaïsme, par exemple, ou la production de biométhane, qui va aider à mettre en place une production circulaire des déchets agricoles. Voilà. Donc il existe plusieurs classes d'actifs qui sont quand même disponibles dans la chaîne de valeur pour l'épargnant. Philippe, vous nous en aviez dit 2 mots tout à l'heure. Derrière la question de l'agriculture, il y a bien sûr ce sujet très essentiel de la souveraineté alimentaire. Donc un investisseur qui va investir dans les actifs qu'évoquait Adrien, est-ce qu'il participe à la souveraineté alimentaire du pays ? Oui, forcément, d'une manière ou d'une autre. Donc, cette question est importante parce qu'on voit bien quand on regarde à l'échelle globale, on voit bien que les choses se polarisent. On voit bien que le grand modèle de globalisation dans lequel on s'était inscrit et où tout le monde pouvait disposer de tout, etc., est en train de se fissurer d'une certaine manière. Et donc, on doit aujourd'hui retrouver un certain nombre de repères plus locaux pour faciliter cette souveraineté alimentaire. Alors, par rapport à cet environnement, on a pas mal de défis qui sont posés, des défis qui sont globaux, parce que si on se projette un peu au-delà des 5-10 prochaines années, on va avoir une population qui devrait augmenter d'à peu près 2 milliards de personnes d'ici 2060-2070. Donc on pourra les nourrir. Il faudra les nourrir.
Et aujourd'hui, sur la population existante, il y a à peu près 800 millions de personnes qui sont sous-nourries. Donc le défi auquel on est confronté à l'échelle macroéconomique, c'est nourrir les 2 milliards de personnes qui vont arriver, les 800 millions plus à peu près 1 milliard de personnes qui sont soit en situation difficile en termes de nourriture, soit de gens qui sont malnutris. Donc là, le défi est important. Et face à cela, donc il faut produire davantage, mais l'objectif, c'est d'inscrire le développement dans un cadre qui soit compatible avec la transition énergétique. Et ça, c'est le grand défi auquel on est confronté, parce qu'on sait que l'agriculture émet pas mal de gaz carbonés, aux alentours de 20% de ce qui est fait. Donc il y a un moyen à trouver pour que cette agriculture émette moins et se cale sur la trajectoire qui nous mènera sur 1,5 ou 2 degrés. Et ce point est important parce qu'on voit bien, quand on regarde ces questions-là, que le 2 degrés, en termes de production et de productivité agricole, peut avoir une incidence non négligeable. C'est-à-dire que si la température monte encore un peu sous la limite des 2 degrés, c'est plutôt positif en termes de production. Si on va au-delà, ça l'est nettement moins. Donc l'enjeu, aujourd'hui, on est sur une trajectoire plus à 2,7 degrés à la fin du siècle. Donc l'enjeu majeur, c'est effectivement de caler globalement la transition énergétique pour converger vers la neutralité, mais entraîner avec ça toute la filière agroalimentaire. Et de l'autre côté, est-ce qu'il ne faudra pas changer aussi les régimes alimentaires ? C'est une autre problématique qui est posée, qui est de dire est-ce qu'il ne faut pas modifier la façon de manger ? On l'a vu avec l'enrichissement des Chinois, où la consommation de viande et d'un certain nombre de produits ont augmenté de façon spectaculaire. Et donc, il faut rééquilibrer ces situations pour avoir là aussi une alimentation qui soit plus durable et plus compatible avec la transition énergétique. Vous constatez, Mathieu, ces changements de régime alimentaire ? Avant d'aller sur les régimes alimentaires, il y a une notion, en fait, faire le lien entre, on a parlé d'investissement, on a parlé de sécurité alimentaire, il y a quelque chose qui me semble intéressant. La population humaine a beaucoup cru sur les 70 dernières années, et depuis la Révolution verte, les années 50, on a multiplié la production alimentaire par 3. Et quand on nourrit bien des animaux, ils se reproduisent et ils se multiplient. Mais pour ce faire, on a divisé par 2 le stock d'humus dans les sols. Et ça, c'est un point qui est important quand on parle de résilience et de sécurité alimentaire. C'est que ce qui fait la richesse et la fertilité d'un sol, c'est la matière organique qui est contenue dedans. Et en multipliant par 3 avec les moyens qui ont été les nôtres, mécanisation, fertilisation, protection des cultures, etc., on a divisé par 2 cette matière organique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sols, si on veut prendre une image financière, puisqu'on est dans un cadre financier, on a attaqué le capital de production du sol, et quand on réduit le capital, les intérêts ne sont pas là et on doit vivre sur la dette. Donc le capital, c'est l'humus. Le capital, c'est l'humus. Il y avait un bon roman sur le sujet. Voilà, c'est ça. Et la dette, c'est les intrants. Quand je n'ai pas beaucoup d'humus, je dois acheter des engrais, je dois acheter des pesticides, etc. Et donc, en fait, la logique qu'on a, on est bien dans une logique de réinvestissement. Et investir dans notre sécurité alimentaire et dans l'agriculture, c'est aussi réinvestir dans les sols et permettre aux agriculteurs, qui sont les acteurs de ce réinvestissement, d'orienter leur système de culture vers de la recapitalisation de matière organique. Et ça a un coût. Et financièrement, comment ils s'en sortent, les agriculteurs ? Aujourd'hui, comment ils peuvent vivre ? Ils peuvent vivre confortablement, correctement, c'était quand même leur grande revendication, en menant cette transition. Vous voyez beaucoup d'agriculteurs, Mathieu, oui. J'imagine ? Alors déjà, et c'est sans doute pas le sujet, mais en fait, il y a énormément de situations différentes. Il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, il y en a d'autres où c'est plus difficile. Mais on va dire que la base pour avoir une agriculture qui soit saine et qui soit active, c'est avoir une agriculture dans laquelle les agriculteurs sont heureux, qui puissent vivre de leur métier et qui soient reconnus pour ça. Alors, ils souffrent beaucoup de l'image qu'ils véhiculent ou qu'ils pensent
véhiculés auprès du grand public, je crois qu'ils sont surtout mal compris et qu'on comprend mal ce que c'est l'agriculture aujourd'hui. Et puis il y a aussi ce problème économique de redonner de la valeur à ce qu'ils font. Et alors, effectivement, de ce point de vue-là, ce qui est indispensable, c'est que les entreprises de l'agroalimentaire, notamment les grandes entreprises cotées, participent à la transition, justement, et prennent en charge le risque, finalement, de transition des agriculteurs, pour que le risque ne soit pas supporté uniquement par l'agriculteur. Et de ce point de vue-là, ce qu'on va demander en tant qu'investisseur responsable, ça va être justement des cahiers des charges qui vont mettre en place des demandes d'agriculture régénératrice, qui vont à la fois aborder la question de la fertilisation, la question des rotations culturales, la question de l'autonomie protéique, mais également les questions d'eau aujourd'hui, qui sont comment est-ce qu'on réduit effectivement les consommations d'eau, alors que ça menace aujourd'hui, on considère que dans les meilleurs scénarios climatiques, on a plus de 550 millions de personnes qui sont menacées additionnellement de faim dans le monde, et également de niveau de vie de l'agriculteur. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des contrats de long terme pour soutenir le risque pris par l'agriculteur pendant la période justement de transition. L'industrie laitière, je crois, est particulièrement concernée par... Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'industrie laitière participe à la souveraineté alimentaire. Par exemple, en France, je rappelle que c'est 3,4 milliards d'excès de balance commerciale. Le problème de l'industrie laitière, ça va être les enjeux carbone, parce que du côté de la biodiversité, elle peut fournir, pensez au bocage, des services écosystémiques. Par contre, au niveau carbone, on a autour de 45% des émissions qui sont liées à l'alimentation des bovins, pensez au soja importé, 40% des émissions qui sont liées à la fermentation entérique, donc dans l'estomac des vaches, et 15% liés à l'engrais. Et donc en fait, au fumier. Et donc en fait, on va pouvoir mettre en place des pratiques d'agriculture régénératrice, comme par exemple la stimulation de production de légumineuses sur les prairies, sur la base de l'épandage de fumier, par exemple, utilisant par exemple des techniques de test des sols, qui vont tester en phosphore le contenu des sols, pour épandre au mieux, produire des légumineuses, éviter du coup la déforestation importée, et en même temps éviter aussi la production donc, de biométhane qui réchaufferait l'atmosphère. Donc finalement, on a des techniques aujourd'hui qui permettent aujourd'hui de passer à une agriculture plus vertueuse, mais il faut que les sociétés, les acheteurs, quelque part, soutiennent les agriculteurs à réaliser cette transition. D'accord. Tout ne peut pas être sur le dos des agriculteurs, c'est votre... Absolument. Ils ne peuvent pas prendre le risque seuls. Il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur participe à cette prise de risque. Adrien, là, on parlait des grandes sociétés. Est-ce qu'il y a aussi des start-up? Quel est le rôle de la tech dans l'agriculture, dans la filière économique? Alors, la tech, justement, on en parle beaucoup et c'est un sujet d'investissement aussi. Par contre, la tech, elle existe depuis longtemps. Pensez au guidage des tracteurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la tech, l'agriculture de précision, serve une agriculture régénératrice. Et de ce point de vue-là, il y a un rapport important de McKinsey qui a été publié qui dit que finalement, il y a certaines technologies qui sont particulièrement matures plus que d'autres. Et que les agriculteurs, n'étant pas forcément riches, doivent accéder à ces services plutôt qu'à avoir acheté finalement et investir dans ces services, de telle façon à éviter des dépenses importantes. On considère par exemple les drones, aujourd'hui, qui peuvent être utiles pour évaluer le taux d'azote dans les sols à travers l'infrarouge proche, qui va évaluer la couleur des sols et donc la quantité de photosynthèse, aussi bien que l'irrigation à travers l'Internet des objets, qui va permettre de calculer l'irrigation au près et au mieux à travers donc, notamment la réserve utile des sols, en évaluant grâce à des tensiomètres et des volumètres et des sondes volumétriques. Aussi bien que pour les pays en développement, les moyens satellites avec les orbites basses géostationnaires qui vont permettre de planifier au mieux au sein d'un bassin versant la production agricole. Donc finalement, on a certaines pratiques d'agriculture de précision qui sont plus matures que d'autres et dans lesquelles on va pouvoir investir. Et je ne parle pas ici de l'enjeu de capturer les données de la ferme pour pouvoir ensuite les transmettre jusqu'au consommateur et mettre en place ce qu'on appelle un affichage environnemental, qui est le grand sujet aujourd'hui, comment guider les consommateurs vers davantage des choix vertueux. Mathieu ? Juste une petite remarque. Alors, je suis d'autant plus intéressé par ces sujets-là que Ecosystem appartient à l'association La Ferme Digitale, qui réunit plus d'une centaine d'entreprises aujourd'hui qui sont dédiées justement à la tech. Et ce qui est intéressant justement dans cette approche-là, c'est que la solution aux crises multiples qu'on traverse, il y a les crises stratégiques, alimentaires, énergétiques, climatiques,
ça ne sera pas un outil, une solution. En fait, c'est de retourner sur voilà, des systèmes complexes. Et c'est l'alliance de nouvelles technologies, de mesures, de prise de décision, le retour à du bon sens paysan de l'agronomie pour reconstruire des systèmes en fait, qui soient vertueux, où l'agriculture puisse avoir les bonnes informations au bon moment, puisse prendre des décisions en levant le risque, parce que le risque augmente. Qui va faire que, effectivement, on va arriver à une résilience et qu'on pourra résister au choc. Mathieu, là, vous parliez de la ferme digitale, mais concrètement, il y a beaucoup de fermes aujourd'hui connectées en France. C'est déjà très répandu ou Énormément. Alors ça, ça participe de la méconnaissance de l'agriculture. On a peut-être la vision de l'agriculteur. On a tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, mais l'agriculture est une des professions les plus connectées. Je vous invite, si vous avez l'occasion pendant les vacances, à rentrer dans un cockpit de moissonneuse-batteuse. Vous allez voir que c'est comme un avion de chasse. Donc, oui, les agriculteurs aujourd'hui sont très connectés. Il y a des technologies très étonnantes. Tout ce qu'on peut voir en Ukraine aujourd'hui dans des utilisations malheureuses le sont pour des utilisations positives en agriculture. Donc non, c'est un écosystème en fait qui est très moderne, très vivant et qui est très réceptif. Et il y a de l'intelligence artificielle dans les fermes. Alors ça commence tout juste, mais c'est un peu la tarte à la crème, hein, mais bon, c'est. Oui, alors vous voulez qu'on aborde le sujet maintenant? Non, oui, peut-être. Bon, en quelques secondes, ce qui est intéressant, on a des agricultures qui sont très dépendantes des intrants, notamment pour le contrôle des mauvaises herbes, des maladies, des ravageurs. Et on s'aperçoit donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le deep learning nous permettent d'avoir des modèles de prévision, alors qui nous permettent soit par l'agriculture de précision d'aller en fait combattre très localement avec un effet sur l'environnement très faible des bioagresseurs, ou même en fait de modéliser des systèmes agricoles en équilibre avec leur environnement et dans lequel demain, les produits de phytoprotection des plantes ne seront nécessaires qu'en dernier recours. Voilà. Et c'est comme la médecine. On a une maladie, on prend un médicament. Les antibiotiques, ça n'est plus automatique. Et on est en train de se diriger vers des systèmes de culture qui profitent des dernières technologies. Donc les évolutions sont assez impressionnantes, très rapides. Merci beaucoup à tous les trois. On est arrivé à la fin de notre petit débat. Il y a des questions de la salle encore. Et attendez, je vois la première qui est « Comment les politiques gouvernementales et les réglementations environnementales influent-elles sur les opportunités d'investissement dans l'agriculture et quelles sont les perspectives à cet égard ?» Enfin, la salle numérique, hein, bien sûr. Donc, Adrien, je pense que c'est une bonne question pour vous. Écoutez, très brièvement, je pense à la loi sur la déforestation importée de l'Union européenne, qui va avoir une influence considérable sur l'apport protéique, notamment des populations, puisque effectivement, il faudrait de plus en plus se passer de soja pour l'alimentation du bétail. C'est un exemple, par exemple, de la façon dont les réglementations influent. On peut parler aussi des réglementations liées sur l'eau, sur par exemple la réutilisation de l'eau dans l'agriculture, qui va permettre aussi d'investir dans des sociétés qui réalisent la purification de l'eau pour ensuite réutiliser donc les eaux urbaines usées, par exemple, dans l'agriculture. C'est un enjeu très important aujourd'hui dans une mesure où le réchauffement climatique réduit les ressources en eau. Enfin, sur les enjeux chimiques, par exemple, la réglementation REACH interdit un certain nombre de substances, notamment, par exemple, récemment pour les pommes de terre, et qui vont stimuler le marché des biopesticides, qui donne une opportunité d'investissement pour les sociétés de la biochimie responsable. Donc les réglementations tendent plutôt à multiplier les opportunités d'investissement. Alors, elles tendent à les multiplier, sauf dans certaines périodes conjoncturellement, où récemment on a eu plutôt des embêtements. Je pense que certaines d'autres réglementations sont en cours et à venir sont prévues. Par exemple, la réglementation sur les sols, qui va intéresser donc les agriculteurs, la passation notamment des fermes, et une réglementation également en préparation en France pour mobiliser de façon massive l'épargne populaire pour financer l'accès au sol des jeunes agriculteurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme le dit le rapport de la Cour des comptes, on ne naît plus agriculteur, on le devient. Il faut aider ces jeunes agriculteurs volontaires à pouvoir accéder à la terre pour mettre en place des pratiques agricoles durables. D'où le rôle de ces foncières solidaires et des investisseurs pour mobiliser l'épargne. Merci Adrien. Attendez, on a une deuxième question. Les innovations sont-elles réplicables
au regard des conditions climatiques locales? Oui, c'est une question complexe, mais intéressante. Alors, ce que je comprends de la question, c'est on parle d'innovation au sens large. Voilà. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que... C'est parce que vous nous disiez sur les différences de sol. Exactement. Est-ce qu'il y a des telles différences, en fait, qu'il y a parfois les innovations ne fonctionnent pas? Ouais, donc c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon les conditions pédoclimatiques de sol et de climat qui définissent les terroirs si on rajoute l'homme et ses activités. Et oui, bien entendu, en fait, les innovations, elles vont pouvoir profiter au niveau local à des agriculteurs qui ont des systèmes agricoles et des systèmes de production très différents. Encore faut-il leur laisser la liberté et le choix et la connaissance de pouvoir les mettre en œuvre dans leurs conditions, qui sont des conditions spécifiques dans un milieu qu'ils connaissent très bien. Mais oui, les innovations peuvent s'appliquer à tous les systèmes de culture et j'ai envie de dire aussi tous les cahiers des charges. Et par exemple, la question de Béotien, au Salon de l'agriculture, les agriculteurs peuvent voir toutes ces innovations, elles sont présentées, ou ce n'est pas du tout le lieu? Alors si, au Salon de l'agriculture, c'est un microcosme de la ferme France, donc on est tous réunis, je dis ça parce qu'on y était aussi. Et il y a un coin innovation. Et il y a un coin innovation, effectivement, je reparlais de la ferme digitale, il y avait énormément d'innovation, mais il y a d'autres secteurs, et oui, aujourd'hui, ces services sont proposés, mais ce sont aussi des innovations qui évoluent très très vite, on voit bien... les vitesses d'évolution aujourd'hui des outils et des technologies, et donc voilà, on n'en est qu'au début. Merci Mathieu. Alors attendez, et là, jusqu'à quel point l'influence politique au niveau européen et national sur le secteur doit-elle être prise en compte dans l'évaluation du risque investisseur? Oui, on voit bien que les réglementations, c'est un grand sujet dans le secteur. Philippe, l'économiste? La réglementation est toujours une problématique, quel que soit le secteur, et elle l'est forcément. On rentre dans une logique qui va être un petit peu plus compliquée. On a parlé d'innovation et c'est très bien, mais il y a toujours cette problématique de convergence sur la trajectoire de la transition énergétique. Et cette situation va forcément générer une réglementation supplémentaire. On a vu la Commission européenne, au début du mois de février, évoquer les objectifs d'émissions à l'horizon 2040. Tout le monde va devoir entrer dans cette logique, y compris les agriculteurs, et donc ce sera une contrainte supplémentaire. Et ça fait partie aussi de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mathieu, tout à l'heure, parlait de l'aléa climatique qui peut exister et qui touche les agriculteurs sur la sécheresse, sur le trop d'eau, etc. Mais on va avoir en plus ces nouvelles réglementations, ces contraintes supplémentaires dans lesquelles il faudra s'inscrire au cours des prochaines années et qui seront forcément génératrices d'innovation. Et ça, c'est un facteur, quand on a écouté Mathieu et Adrien, qui marche bien et sur lequel on doit dans lequel on doit s'inscrire. Mais ça veut dire aussi des difficultés d'adaptation, parce que le changement, la transition énergétique dans laquelle on va s'inscrire va être un bouleversement total, pas simplement pour les agriculteurs, mais pour nous tous. Et donc, il faudra qu'ils s'inscrivent aussi dans cette situation. Et la dimension politique est absolument essentielle ici. Mathieu, un mot pour conclure? Juste un mot, mais c'est très intéressant. En fait, il ne faut pas opposer justement des contraintes de changement pour les agriculteurs. Quand on parle de séquestrer du carbone dans les sols, d'innover et de recentrer la production, c'est à la fois en fait, un outil de décarbonation pour la société et c'est le meilleur outil de résilience pour l'agriculteur. Un sol qui est riche en matière organique stocke plus d'eau, est moins sensible aux aléas climatiques. Et donc, c'est vraiment un système qui est cohérent et gagnant-gagnant. Ce ne sont pas que des contraintes pour les agriculteurs. J'insiste, ce sont aussi des opportunités pour eux. Et ça, c'est très important. Merci Mathieu, c'est bien. On termine sur une note optimiste. Merci beaucoup à tous les trois, Philippe Wechter, Mathieu Archambault, Adrien Godin-Amama. Et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis.